Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Faugère et je suis professeur d'économie et de finance. Bienvenue dans cette quatrième leçon du cours La monnaie reconsidérée. Qu'est-ce que la monnaie? Le modèle néoclassique et ses limites, reconnus après la crise. Donc voyons tout d'abord le rôle de la monnaie tel qu'il a été envisagé dans les modèles économiques avant la crise. Dans la théorie néoclassique, la monnaie est considérée comme étant une unité de compte ou un numéraire. Donc, elle n'a pas d'effet réel dans l'économie. La monnaie est considérée comme étant neutre. La vaste majorité des modèles développés par les économistes depuis Léon Walras, 1874, jusqu'en 2009, considèrent que la monnaie est un voile. Et donc, ce qui compte, ce sont les transactions et les échanges de biens réels entre les consommateurs et les producteurs. Concrètement, la monnaie, le crédit, est perçu comme étant un jeu à somme nulle. D'un côté, vous avez les épargnants, d'un autre côté, vous avez les investisseurs. Les épargnants donnent leur monnaie aux investisseurs et au niveau agrégé de l'économie, eh bien, vous avez la monnaie n'a pas d'effet parce qu'elle ne crée pas de valeur supplémentaire, de valeur réelle, ou elle ne réduit pas la valeur réelle. Bien sûr, dans une économie ouverte, avec du commerce extérieur, eh bien vous avez ces effets d'endettement par rapport aux pays étrangers qui peuvent jouer un rôle sur l'économie réelle, mais dans une économie considérée en autarcie, les modèles ne trouvent aucun effet de la monnaie sur l'économie réelle. Le rôle déstabilisateur du secteur financier, comme catalyseur des crises financières et ensuite de crises économiques, est largement ignoré par ces modèles. Par contre, eh bien, nous voyons qu'il y a eu une financiarisation de l'économie depuis plus d'un siècle. La taille du secteur financier, en pourcentage de l'économie réelle, du PIB d'un pays, ne cesse d'augmenter. Nous voyons ici l'exemple des États-Unis. En 1850, le secteur financier représente à peu près 1% de la taille de l'économie et en 2010, quasiment 9%. Parlons maintenant de l'une des conclusions de ces modèles néoclassiques avant la crise de 2008, qui était ce qu'on appelle la grande modération. Les économistes ont remarqué que depuis les périodes très instables de la première crise financière de 1929, il y avait une réduction des fluctuations économiques dans l'économie réelle et une réduction des fluctuations de l'inflation. Dans les années 30, on pouvait voir des fluctuations de plus ou moins 8% par an durant les cycles des affaires, donc des récessions et des expansions. Et plus tard, dans les années 2000, la récession qui est apparue en 2000-2001 fut à peine perceptible. La volatilité du PIB américain diminua largement après les années 80, en passant à peu près de 1% par an. Cette baisse de la volatilité des fluctuations économiques se confirme aussi pour la majorité des pays du G7. Et une fois constatée, cette observation empirique a été baptisée par Stock et Watson du nom de la grande modération. En 2004, dans un discours devenu célèbre, Ben Bernanke, un des grands économistes qui est ensuite devenu président de la Fed, se félicite lui-même et sa génération de confrères économistes pour ce résultat de la grande modération parce que, à son sens, cela est dû au progrès de la science économique néoclassique, au fait que eh bien, la science économique a réussi à maîtriser finalement les fluctuations économiques et à stabiliser l'économie et l'inflation. Mais, en quelque sorte,
la grande modération n'était en fait qu'une grande illusion parce que cela a mené en quelque sorte à la crise de 2008 qui est la crise la plus sévère du XXe siècle. Les modèles néoclassiques les plus avancés applicables ne laissaient aucune place pour la monnaie et le crédit pour avoir un effet déstabilisateur dans la croissance. Et comme le montre l'économiste Steve Keen, la grande modération n'était que le prélude ou le calme avant la tempête. En reprenant les travaux de Hyman Minsky, Steve Keen prend en compte le secteur financier dans les modèles économiques. Il prend en compte ce qu'on appelle les effets de levier ou d'endettement et est capable, de par ces modèles, de générer des crises financières, ce que les modèles précédents néoclassiques n'étaient pas capables de faire. Donc, si nous parlons d'Hyman Minsky, qui est vraiment l'économiste qui a été redécouvert après la crise, qui a parlé des effets déstabilisateurs du secteur financier et qui finalement a été, on va dire, réhabilité après la crise dans sa pensée, eh bien, on voit que son hypothèse, son observation, c'est qu'une croissance excessive du crédit facile semble être à l'origine de la plupart des crises financières, en particulier celles qui sont associées à des crises bancaires ou des bulles spéculatives. Quand les bulles spéculatives, par contre, quand les bulles spéculatives semblent ne pas être associées à une augmentation du crédit sauvage, par exemple dans le cas de la bulle technologique de la fin des années 90, on ne trouve pas des effets aussi catastrophiques quand ces bulles éclatent, par comparaison à des situations où le secteur financier a vraiment utilisé des effets de levier excessifs. Donc, Hyman Minsky met en avant, dans les années 80, son hypothèse d'instabilité financière, l'hypothèse que le système capitaliste contient les germes, les graines de sa propre défaillance, mais non pas comme Marx qui l'avait souligné avant, mais Hyman Minsky prend l'optique que les germes proviennent du secteur financier. Le mécanisme déclencheur se situe dans le secteur financier et provient de la création excessive de monnaie et de crédit. Donc, qu'est-ce que l'hypothèse d'instabilité financière? Parlons du cycle de Minsky et comment il mène à l'instabilité. Donc, voici le cycle. Nous partons tout d'abord d'un choc dans l'économie. Nous avons un choc initial, donc c'est la conception de Minsky, qui peut être due à une innovation technologique. Par exemple, on peut parler de l'innovation technologique de l'invention de l'Internet dans les années 90, c'est une possibilité. Ça peut être dû à une déréglementation, comme une déréglementation des banques, et une mauvaise appréhension du risque de la part des agents économiques. Ce qui mène ensuite à un boom économique. Alors le boom économique se manifeste par le fait qu'il y a des opportunités de croissance et de profit qui apparaissent, qui ensuite mène à une euphorie, à une croissance du crédit. Donc vous avez le secteur financier qui alimente cette euphorie en disant « Ok, on va se joindre à ce boom économique et on va financer ce boom économique ». Ensuite, les gains espérés incitent les investisseurs à acheter des actifs à des prix plus élevés. Donc, vous avez un passage de l'économie réelle, donc des profits, des opportunités qui sont basés sur l'économie réelle, des projets réels d'entreprises qui ensuite permutent vers l'achat d'actifs purement financiers, qui mènent à une bulle spéculative. Étape 5, vous avez l'innovation financière qui essaie de maintenir ses profits, ses taux de rendement élevés. Donc vous avez de l'innovation financière, des produits dérivés qui sont
qui sont créés. Des effets de levier qui sont trop élevés et qui ensuite mènent à la fin de la bulle spéculative qui éclate et qui mène à la panique et au crash. Et le cycle recommence avec un nouveau choc dans l'économie beaucoup plus tard. Ce que Minsky met en avant est ce qu'il appelle la procyclicité du crédit. Donc, en fait, ce que Minsky souligne, c'est que l'offre de crédit est procyclique. Donc, il postule que ce sont ces changements procycliques dans l'offre de crédit qui accentuent la fragilité du système financier en accroissant l'ampleur des crises. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une période d'expansion? Les investisseurs deviennent optimistes et donc majorent leurs estimations de profit et ils empruntent plus. Les prêteurs, les banquiers sont aussi plus optimistes et ils tendent à minorer leur perception du risque et la prime de risque qu'ils demandent aux emprunteurs. Et donc ils minorent cette prime de risque, mais ils la minorent trop et donc ils prêtent plus qu'ils ne le devraient. Dans la phase de contraction, c'est l'inverse qui se passe. Les investisseurs deviennent pessimistes et les anticipations sont à la baisse. Et à ce moment-là, les prêteurs commencent à perdre de l'argent et deviennent averses au risque. Et à ce moment-là, ils prêtent moins qu'il ne le faudrait. Donc, le crédit, il y a trop de crédit dans les périodes de boom et pas assez dans les périodes de contraction. C'est ce que Hyman Minsky appelle la procyclicité du crédit. On peut voir que on peut faire un lien, une corrélation entre la croissance rapide du crédit qui crée un effet de levier et les crises financières. Donc on a plusieurs indicateurs d'effet de levier ou d'effet d'endettement. On a certains ratios, la dette des ménages, des particuliers sur le revenu disponible des particuliers, la dette des entreprises sur leurs fonds propres, la dette du gouvernement sur le PIB ou la dette du secteur privé, ménages et entreprises sur le PIB. Donc nous allons nous focaliser sur la dette privée, qui est quelque chose qui est souvent ignoré dans les discussions des économistes, mais qui a été mis en avant par Steve Keen comme étant nettement corrélé avec les bulles spéculatives. On voit que sur ce diagramme que les périodes où nous avons le plus grand ratio de dette privée sur PIB se produit durant la Grande Dépression des années 30 et aussi, même chose, durant la crise de 2008-2010. On est près de 2010 là, sur la crise de la dette souveraine en Europe. Et ce sont là où se trouvent les ratios d'endettement les plus élevés. Borio et Dremer en 2009 montrent que quand le ratio du crédit sur PIB et les prix des actifs paraissent délogés, c'est-à-dire beaucoup plus élevés que leur valeur, on va dire leur valeur fondamentale, la probabilité de crise devient plus élevée. Donc, je vous remercie pour votre attention.